Les essais de pré-saison sont terminés, on a une idée un peu plus claire de ce qui va se passer en 2024. Non, c'est faux, je vous arrête tout de suite, c'est absolument faux. D'accord? On n'en sait rien. Ils cachent tous leur jeu. Par contre, on peut faire des prédictions 2024, basées sur 2-3 data et le pifomètre, hein? Oui, je suppose, oui. Super, aujourd'hui je vous propose de voir mes 4 prédictions majeures, et à la fin je donnerai plein d'autres en vrac. Vous verrez, des petites surprises. Alors oui, je vous ai dit que les essais de pré-saison ne présagent en rien la saison, mais vu les déclats de Verstappen, de Perez et de toutes les écuries concurrentes, bon, Red Bull visiblement, ça reste aussi fort qu'en 2023. Ah super, toute cette hype pendant l'hiver pour rien au final. Alors vu comme ça, oui, hein, mais je suis pas d'accord. T'es pas d'accord contre quoi au fait? Genre, que Red Bull va tout gagner? Pas contre le fait que Red Bull va dominer d'office toute la saison. Parce qu'il y a un scénario qui peut se passer, et j'aimerais vous le partager. Parce qu'on a tous vu au reveal de la monoplace, et encore plus pendant l'essai de pré-saison, la RB fin, elle ressemble quand même un petit peu à ce que Mercedes a pu faire en 2022 et 2023. Dans une certaine mesure, hein, on n'est pas sur une copie conforme, fort heureusement. Enfin, pour eux. Et alors non, la théorie, c'est pas de dire que ça va pas marcher, hein, parce qu'on l'a vu, visiblement ça marche. Non, parce que si Red Bull a fait ça, ils ont sûrement de très bonnes raisons. Enfin, une bonne raison, c'est que ce concept-là, il permet plus de développement. Super, mais qu'est-ce que ça veut dire ça en vrai? Bah qu'il y a plus de performance à aller chercher avec ce concept que celui de l'an dernier, je suppose. Oui, c'est ça l'idée. Maintenant, avoir plus de potentiel c'est bien, mais ça veut pas dire qu'il est plus simple à aller chercher. Les ingénieurs de Mercedes, je refuse de croire que ce sont des incompétents qui pendant 2 ans n'ont pas réussi à faire marcher ce concept. Bon allez, plutôt peut-être 1 an, puisqu'ils ont passé la première année à chercher à comprendre le marsuinage. S'ils ont eu autant de mal avec ce concept au point de le lâcher, c'est sûrement qu'il y a aussi une bonne raison de ce côté-là. Parce que comme Red Bull, hein, si à la base Mercedes avait choisi ce concept-là, c'est parce qu'il le proposait plus de possibilités de développement à l'avenir. Donc avoir plus de potentiel que ses concurrents, c'est bien, encore faut-il réussir à aller chercher ce potentiel. Marco il l'a confirmé, au fur et à mesure de la saison, ils vont aller de plus en plus vers un concept sans ponton, et puis il a aussi dit qu'ils seront moins extrêmes que Mercedes. Alors ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est que potentiellement ils se retrouvent dans un entre-deux, à ne pas aller chercher le concept 100% sans ponton, il se retrouve en fait à on essaye un truc mais finalement on va pas au bout du concept. Et puis deuxièmement, c'est est-ce que dans tous les cas ils vont pas finir par se retrouver comme Mercedes, bloqués à un moment donné, parce que ce concept il est quand même vachement complexe. Non pas que eux aussi soient incompétents, mais que pour extraire le maximum de la performance, ça va peut-être demander un peu plus de temps. Et pas sûr qu'ils aient forcément plus de temps. Ah bah quand même, ils avaient tellement d'avance l'an dernier, alors qu'ils ont même pas amélioré leur voiture une seule fois. Tu vas me faire croire que là, ils ont pas le temps d'avoir le temps de développer leur voiture? Bah là, je dirais plutôt non, hein. Dans le sens où les essais ont permis aux équipes de voir qu'elles ont pour la plupart gommé leurs problèmes de l'an dernier. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc si Red Bull patine un petit peu et que les autres ils peuvent aller chercher de la performance avec leur base de développement plus simple à développer, on peut potentiellement, à un moment donné, se retrouver avec un changement de dynamique. Je dis ça comme ça. Genre Red Bull serait plus numéro 1. Je le pense, oui. Potentiellement sur certaines courses. Et ça notamment après la pause estivale. Pour la simple et bonne raison qu'il faudra à un moment donné, et c'est souvent à ce moment-là, qu'on se focus sur la saison prochaine. Et ça n'a pas commencé 2024, je vous parle déjà de 2025, pardonnez-moi. Et dans le cas où Red Bull aurait un peu de mal avec son développement, faudra faire un choix. Quelle quantité de ressources humaines et technologiques on alloue à 2024 et à 2025? Est-ce qu'il faut pas mieux lâcher 2024 pour préserver 2025, ou continuer à faire le push en 2024 mais peut-être compromettre 2025? Et dans le même temps, les autres qui voient qu'ils ont potentiellement la capacité d'aller chercher une victoire en 2024, ils vont pas se priver, ils vont pousser le développement pour aller la chercher. Donc si en première partie de saison, je les vois avoir une avance suffisamment confortable sur les autres, au vu de ce qu'on a vu, hein, leur test de pré-saison, de ce que tout le monde dit, leur concept me laisse un peu perplexe et je me dis peut-être qu'à l'avenir, dans la saison, on va voir un changement de dynamique et peut-être que Red Bull ne dominera pas sur toute la saison. Enfin, je le souhaite, surtout. Alors celui-là, il est directement lié avec le premier. Parce que si Red Bull commence à perdre sa domination à un moment donné, faut bien des pilotes pour prendre ses victoires, hein? C'est bien, vous suivez, bravo. Oh alors là, avec le paquet serré qu'on a, on a au minimum 6 vainqueurs différents, hein, juste minimum, hein. Alors par contre, je t'arrête tout de suite, hein. 6? Ah 6, tu rêves, hein, quand même. McLaren, Ferrari, Aston, Mercedes, enfin, ça fait beaucoup de pilotes, hein. Et puis s'il y a un Grand Prix foot, tu fais quoi? Justement, pour avoir 6 vainqueurs différents, faut des courses folles, et pas qu'une seule, hein. Sur les 10 dernières saisons, on a eu 3 saisons à 3 vainqueurs, une saison à 4 vainqueurs, 5 saisons à 5 vainqueurs, et une seule saison à 6 vainqueurs. Bon, alors 5, ouais. Bon, c'est pareil, hein. Ok.
Mais au plus fort des dominations, 2014, 2015, 2016 et 2023, bah c'est les saisons à 3 vainqueurs et à 4 vainqueurs. Oui, mais si tu dis que ça peut bouger pendant la saison, je sais pas, laisse-nous rêver, s'il te plaît. Bon alors 5 vainqueurs si tu veux, si on se retrouve avec une course folle pendant la saison. Sinon perso, je tape sur 4 vainqueurs différents cette saison. Ok, c'est qui va gagner du coup? Bah alors déjà, Verstappen. Mais non, jure. J'avais pas pensé. Alors là, tu vas prendre un truc, hein. Et mais tu me demandes qui est-ce qui va gagner, je te réponds, hein. Donc Verstappen. Ensuite, je dirais Perez parce que on sait qu'il est pas trop mauvais. Non, on va la faire de manière positive. On sait qu'il est plutôt pas mal sur les circuits urbains. Et puis en début de saison, souvent il a un petit extra boost de motivation. Des fois, bon voilà, il gagne à Bakou, il va aller chercher, pourquoi pas, une bonne position à Miami. Tout est possible. Et puis surtout pour son cas, on sait que cette année, comme l'année précédente, mais encore plus, il a une sacrée pression sur son baquet. Et nul doute qu'il va quand même chercher à montrer qu'il est capable de rester là-dedans. Là-dedans, je parle du baquet Red Bull, ou bien alors qu'il mérite un baquet dans une écurie de la grille qui est suffisamment compétitive. Bon, maintenant qu'on a parlé de Perez, c'est là où ça se complique un petit peu. Parce que c'est à ce moment-là que certains fans vont peut-être m'attraper à la gorge et me dire « Mais comment ça, t'as pas dit que machin gagnera cette année ?» Heureusement que c'est juste un monde parallèle et que ce que je dis là n'influence pas le réel. Peut-être que si, vous le savez pas. Alors, selon moi, les deux autres pilotes qui vont avoir une victoire cette saison sont Charles Leclerc et George Russell. Pas de Lewis, pas d'Alonso, pas de Carlos Sainz, pas de pilote McLaren. Tu veux te battre? Tu cherches quoi, la guerre? Je sais. Mais laisse-moi m'expliquer avant. Pour Leclerc, c'est parce que je pense que Ferrari, c'est le concurrent le plus sérieux à Red Bull pour la saison 2024. Ils ont réglé leurs problèmes d'usure des gommes et ils ont toujours été rapides en qualif. Et avec les quelques datas qu'on a pu récupérer des essais de Bahreïn, visiblement, ça va encore être le cas en 2024. Donc avec une voiture rapide qui est capable de tenir ses gommes, je pense que Ferrari peut aller gagner cette année. Et dans ces moments-là, personnellement, je fais plus confiance à Leclerc qu'à Carlos Sainz, même s'il a montré à Singapour qu'il est capable de gérer une situation avec grosse pression et qu'il peut gagner. Bah, Singapour, c'est un circuit, c'est difficile de dépasser. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et quand je pense à Silverstone 2022, je me dis que quand même, pour aller gagner avec Sainz, il faut des sacrées circonstances à chaque fois. Ensuite, pour George Russell, disons que j'imagine que Mercedes, avec leur développement au fur et à mesure de la saison, vont être capables à un moment donné de rivaliser sur une ou deux courses, pourquoi pas, avec Red Bull et Ferrari. Pour moi, tout va jouer sur leur capacité à développer correctement cette monoplace. Et je crois en leur capacité à le faire. Mais pardon, mais t'as oublié le jump qu'a fait McLaren l'an dernier? Et Mercedes, c'est quand même l'équipe qui depuis 2 ans n'arrive pas à comprendre sa voiture, n'arrive pas à la développer. T'es au courant de ça? Alors, puisque tu me poses la question, non, j'ai pas oublié. Mais McLaren, au vu des déclarations de Zak Brown, pense que 2024 sera peut-être un poil juste pour aller gagner. Surtout par rapport à la cadence de développement de Ferrari et de Mercedes. J'ai parlé dans la vidéo où je traite les 10 dernières années de McLaren, ou même dans la dernière vidéo. Après, prenons des podiums, j'en suis persuadé, hein. Mais dans ma version de 2024, les vainqueurs autres que Red Bull, ça a plus de chances d'arriver vers les 2 tiers de la saison, fin de saison. Donc à un moment où le développement aura été le plus conséquent. Et à ce petit jeu-là, je pense que McLaren a moins le niveau que Ferrari et Mercedes. Non, parce que je sais pas, ça fait quand même 10 ans qu'il y a quand même 3 écuries qui sont aux 3 premières places. Hormis 2020, vous allez me dire. Mais si je leur fais plus confiance, bonne raison. Et puis surtout, je pense que le retour de James Allison chez Mercedes, il est pas anodin et ça va leur faire du bien. Il y a du boulot et ils sont prêts à gagner des Bahreïn. On est clair et net là-dessus. Mais je crois en ses capacités à pousser l'équipe dans la bonne direction et aller chercher à un moment donné une performance correcte et surtout, comprendre ce qu'ils font, hein, parce que ça fait 2 ans, les gars, faut écouter Toto Wolff des fois, faut lire Toto Wolff ce qu'il dit des fois. Il est là et dit, ça a marché, on sait pas pourquoi, on a tenté des trucs, on sait pas pourquoi ça a marché, mais ça a marché. Wow! Je crie pas plus fort parce qu'il y a mon coloc. Mais vous allez comprendre votre voiture, oui ou non? Et je pense que James Allison, c'est l'homme qui va leur permettre de se dire, ouais, ça veut dire que ça marche et ça veut dire que ça marche pas. Hein, voilà, je vous dis ça comme ça. D'accord? Et pourquoi du coup tu privilégies Russell à Hamilton? Parce que pourquoi pas? Non, je rigole. Plus sérieusement, là parce que j'imagine une dynamique chez Lewis Hamilton différente de George Russell. Dans le sens où, on l'a vu, fin 2023, Lewis Hamilton, c'était un peu plus compliqué, un peu de fatigue. Clairement, lui, la fin de la saison, il était là, il s'est dit tant mieux vivement les vacances. Et 2024, c'est 24 courses, ça va être vachement long. Et surtout, le fait qu'il parte chez Ferrari en 2025, ça va créer une dynamique, comme Carlos Sainz, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, non pas qu'il va être isolé à un moment donné, hein, mais il va chez Ferrari. Mercedes, croyez-moi qu'ils vont pas lui donner toutes les datas qu'il a besoin. Évidemment, il aura les datas pour réussir à gagner la course, il peut la gagner, mais s'il teste des nouvelles pièces, il aura pas toutes les datas. Quand il faudra travailler sur 2025, il sera sûrement pas le pilote mis au centre. Et tout ça, ça entraîne une certaine dynamique, à mon avis. Donc à ça, vous ajoutez la fatigue potentielle qu'il ressentira comme en 2023. J'imagine que si vers la fin de la saison, la Mercedes elle est performante, George Russell, il a peut-être plus une dynamique positive que Lewis Hamilton. Ok.
Et combien de victoires chacun? Alors avec 24 courses, je donne 2 victoires à Perez, je donne 2 victoires à Leclerc, 2 victoires à Russell et 18 à Verstappen. 18. Ouais, 18, ouais. À la base, j'avais mis 19. Hein. Après, voilà, ce sont que des suppositions, il peut tout se passer, hein. Ça se trouve, il n'en aura que 16. Ou peut-être qu'il en aura 22, je sais pas. Alpine. Par où commencer? Je sais pas. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Enfin, on va pas être trop alarmiste trop vite non plus, hein. 24 courses, c'est long. Ça laisse le temps au progrès, hein. Le seul problème, c'est que visiblement, ça risque pas d'être forcément très simple pour eux. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, petit récap. Alpine en 2024, ça arrive avec un tout nouveau concept. Agressif, comme ils le disent. Sauf que la dernière équipe qui a parlé de concept agressif, c'était Ferrari en 2020. Et je vous laisse voir ce que ça a donné. Mais ça doit leur permettre un meilleur développement tout au long de la saison. Moins de contraintes surtout. Le seul problème, c'est que pour en arriver là, ils ont dû faire un pas en arrière. Mais étant donné qu'ils avaient déjà un pas de retard par rapport aux autres, ça leur fait 2 pas de retard. Bah oui, mais justement, ils devaient essayer quelque chose. Ils étaient déjà en retard. Fallait au moins avoir l'audace d'essayer quelque chose, c'est bien. Ça se trouve, ça va marcher. Ah oui, c'est possible. Et on leur souhaite. Je leur souhaite depuis au fond de mon âme. Maintenant, le problème, c'est que je les vois mal faire le même gain de performance que McLaren a fait en 2023. Notamment parce que ces dernières années, ils nous ont montré une courbe de développement assez classique, j'ai envie de dire. Ça commence jamais très fort et ça finit toujours par progresser. Mais c'est jamais suffisant pour rattraper et dépasser les autres. C'est le problème de partir avec un pas de retard. C'est que les autres aussi ils avancent et il faut que tu fasses 2 fois plus d'efforts pour les rattraper. Et puis quand on lit les déclats, notamment de Pierre Gasly, je cite: « La première course ne sera pas facile. Nous n'allons pas partir de là où nous l'aurions souhaité. Mais en même temps, nous devons nous donner du temps pour comprendre le nouveau concept de voiture que nous avons. » Ou encore Bruno Famin, je cite encore: « Nous nous attendons à un début d'année difficile alors que nous continuons à en apprendre davantage sur notre A524 pour la développer tout au long de la saison. » Parce que bon, Alpine qui nous dit que ils sont pas là où ils veulent. Ça veut dire quoi être là où ils veulent? Parce que moi je me pose la question, si t'es optimiste, ambitieux, tu peux dire à Alpine le but c'est toujours été de prendre la P3. Je pense que si tu es réaliste, tu vises pas la P3 cette saison, mais peut-être plutôt la P4 c'était vraiment très ambitieux, P4, P5. Et si t'es un peu plus terre à terre, un peu plus pessimiste, tu dis la P6, parce que c'est là où ils ont fini l'an dernier. Donc s'ils s'attendent pas à être entre la P4 et la P6, c'est quoi? C'est la P7? La P7? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois. Je pense que c'est le gros pari que je prends, énorme pari. Alpine, ça finit P7 cette saison. Je leur souhaite pas. Hein. Alors je leur souhaite vraiment pas. Mais je pense que les premières parties de la saison, on les verra pas trop à la télé. Hein. Ils seront là avec la voiture verte, en train de se battre. Ce sera pas joyeux. Hein. Oui, je sais. Bon, après, même si je les vois progresser cette saison, je me dis que le paquet est tellement serré, c'est tellement compliqué d'aller chercher des points, bah, ils risquent d'avoir du mal à aller en gratter certains, et à la fin de la saison, ça peut leur faire très mal. Parce qu'une équipe qui peut clairement leur prendre la P6, c'est Vcarb. Pause. Tu viens pas te dire que Vcarb va être meilleur qu'Alpine, dire qu'ils vont jouer la P6, leur meilleur résultat depuis un bon moment, et tu me dis qu'ils seront la déception de la saison. Va falloir que tu t'expliques très clairement, mon grand. Je l'admets, ça peut paraître un poil contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant, mais en vrai, c'est pas si compliqué à comprendre. Vcarb, ça débarque en 2024 avec une voiture qui reprend clairement dans les grandes lignes la Red Bull de l'an dernier. Et après leurs essais, la voiture, elle est performante. Top, pas au niveau d'un top 5, mais performante. Donc s'il se passe quoi que ce soit devant et qu'on a un Ricciardo des grands jours ou un Tsunoda des grands jours, est-ce que c'est déjà arrivé? Bref, je les vois bien prendre les points. Et je serais pas vraiment surpris si sur la première moitié de saison, c'est les meilleurs en dehors du top 5. Donc top, très bonne surprise. Mais, comme on l'a déjà vu par le passé, notamment l'an dernier, la bataille la plus importante, c'est celle du développement. Et si ça a très bien fini en 2023 pour eux, bah voir ce qu'ils vont nous proposer en 2024. Et là, je parie sur un petit flop, sur une petite déception. Et s'ils perdent sur les bases de la meilleure voiture de l'an dernier, comment ça peut être un flop? Eh bah, 2 choses. La première, c'est que je vous en avais parlé, la synergie entre eux et Red Bull, normalement, devrait mieux se passer. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être le cas. Mais n'empêche que ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas fait leur voiture eux-mêmes de A à Z. Ce qui veut dire qu'on va arriver à un moment donné dans la saison où probablement, le développement s'avérera être un petit peu plus complexe. Pour la même raison que Racing Point en 2020, bah si t'as pas produit de A à Z, bah pour comprendre comment ça fonctionne, ça prend un peu plus de temps. Alors je dis pas que ça va pas marcher et qu'ils vont jamais comprendre leur voiture, peut-être que au lieu de prendre 2 semaines pour comprendre une pièce, ils vont peut-être leur prendre 3 semaines pour comprendre comment ça marche. Et ça, à la longue, ça peut leur jouer des tours. Bon, après vous me direz maintenant, ils ont la même soufflerie que Red Bull, ils ont les mêmes bureaux, Hamilton Kings, bon, peut-être que ça va bien marcher, hein. Mais n'empêche que ma conclusion dans la vidéo à leur sujet, ça a été de dire que Red Bull
s'ils ont décidé de travailler désormais d'une manière un peu plus directe avec eux, c'est surtout pour qu'ils arrêtent de perdre de la thune et qu'ils retournent dans le midfield gentiment et qu'ils créent plus de problèmes. Parce que 2022 surtout, et la première partie de 2023, c'était un peu catastrophique niveau résultat. Ça finit 9ème, ça finit 8ème. C'est pas top, hein. Et la deuxième chose qui a tout autant d'importance, c'est le fait que l'équipe, elle vient de se renouveler. Qu'on a de nouvelles personnes, de nouveaux teams principaux, et qu'à un moment donné, faut leur laisser du temps pour que la machine puisse être parfaitement efficace, à l'image de McLaren ou d'Aston Martin. Donc pour moi, ils seront performants en début d'année, ça va créer des attentes, mais ça va faire un petit flop, ce qui nous laissera un goût amer à la fin de la saison, ce qui fait qu'on se dira « Ah, c'est dommage ». Donc on sera déçu, alors que fondamentalement, ce sera juste une progression. Hein. S'ils font mieux que 8ème, c'est une progression. Mais s'ils mettent des attentes trop élevées dès le début, petit goût amer à la fin de la saison. Allez en vrac pour finir des prédictions à la volée que j'ai notées, qui se basent sur absolument aucune donnée, si ce n'est mon instinct. Enfin, c'est tout le pifomètre, quoi. Alors, Albon fera au moins un top 6 en qualif, parce que pourquoi pas. Parce qu'il est performant, parce qu'une qualif sous la pluie avec la Williams, on l'a déjà vu, Russell il l'a fait en Belgique, des circonstances de fou, ça peut arriver. Stroll se fera sortir au moins 5 fois en Q1. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, bon après juste parce que je trouve qu'il a du mal à progresser, voilà, et que malgré la voiture performante, des fois, ça lui arrive de faire de mauvaises performances, c'est tout. Sur la même lignée, Perez out en Q1 2 fois. Alors c'est pas beaucoup, mais vu la voiture, c'est énorme. Et puis il faut bien justifier son licenciement en fin de saison. Leclerc finira avec le plus de pôles. Parce qu'il faut bien se faire du mal à un moment donné, d'accord? Faut bien pleurer. On sait jamais, la voiture elle est rapide en qualif. Peut-être qu'à la fin de la saison, Red Bull ça sera moins performant en qualif et la Ferrari le sera. Norris va gagner une course sprint. Parce que c'est pas une vraie course, donc il peut gagner. Et enfin, pour terminer, Tech F1 Team ne marquera pas un seul point de l'année. Ou peut-être juste un. Et juste parce que ils avaient qu'à mettre Théo pour cher, voilà, c'est comme ça. Bref, sur ces belles paroles, il n'y a plus qu'à attendre samedi désormais pour voir la première course de la saison 2024 et qu'on puisse enfin savoir si toutes les rumeurs, toutes les hypes valaient le coup ou pas. Moi, je vous dis rendez-vous sur Insta et TikTok, ou même sur les shorts sur YouTube, pour parler ce week-end du Grand Prix. Il y aura quelques trucs qui vont arriver. On se retrouve lundi probablement sur le podcast pour le débriefer avec Georges. Non, Georges chez moi. Je suis fatigué, d'accord? Pour le débriefer avec Léo et Arthur. Et nous, pour une vidéo, on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Merci à tous. C'était Georges. Salut.